J'avais 15 ans. Je passais un samedi après-midi avec une amie que je voyais pas souvent. J'étais dans un parc après avoir fait la fête avec des amis. Je sortais de boîte, je cherchais donc un taxi. On prend le métro station Opéra. Là, il y a un homme qui arrive et qui se met autour de nous à la barre de métro. Un mec s'intéresse à moi. Il commence à me draguer, à me dire qu'il veut me montrer la vue de la ville. Et là, quand je me retourne, je sens une présence derrière moi et 2 hommes. Et dès que les portes se ferment et que le métro démarre, en fait, je sens sa main se mettre sur un de mes seins. Et il ouvre sa braguette. Il m'a forcé à lui faire une fellation. Le seul souvenir que j'ai, c'est tout simplement d'un qui me prend mon téléphone et de l'autre qui me balance par terre. Et par terre, une personne qui t'enlève ta culotte, et là, bug. Je me suis complètement figée. Mon cerveau, au lieu de se dire « Ok, il se passe quelque chose, voilà comment réagir », il s'est juste dit « Il se passe quelque chose, point ». J'ai pas pu bouger, j'ai pas pu crier, j'ai pas pu dire quoi que ce soit. J'étais figée mentalement en fait. Je n'avais plus accès à mes limites. Je n'avais plus accès au mot non. Je n'avais plus accès à moi en fait, à mon corps. Jusqu'aujourd'hui, tu te poses la question de comment est-ce que un acte pareil peut t'arriver et en fait tu ne bouges pas. Impossible de crier, de fuir ou de se défendre. Impossible de dire non. Cet état de paralysie dont témoignent Clara, Lara et Nuna est fréquent. Selon cette étude de l'Institut suédois Karolinska, 70% des victimes de viol sont dans l'incapacité de réagir face à leur agresseur. L'idée de ce qu'une femme qui, face à son agresseur et à son violeur, tape avec ses poings, se met à hurler « non, je veux pas », ça c'est dans les films en fait. C'est des représentations collectives qu'on a, mais qui ne sont pas du tout conformes à la réalité. Pourquoi certaines victimes de violences sexuelles ne réagissent pas, ne se débattent pas, ne repoussent pas leur agresseur? La réponse se trouve en partie du côté du cerveau et de ce que les chercheurs appellent la sidération psychique. C'est une incapacité de penser, d'agir, un blocage complet. On parle dans ces cas-là d'effraction du champ psychologique, en fait, qui bloque le cerveau par l'irreprésentabilité de la situation, le fait qu'elle est terrorisante, qu'elle est impensable, que c'est pas possible, qu'elle représente une menace très importante sur l'intégrité mentale et psychique de la victime. Et du coup, les fonctions supérieures ne peuvent pas à la fois gérer la situation, c'est-à-dire y répondre, mais elles ne peuvent pas non plus gérer l'émotion qui est provoquée par cette situation. Ces fonctions supérieures se logent dans différentes parties du cerveau. Face à un événement, elles nous permettent, par exemple, d'analyser, de comprendre, de mémoriser, de communiquer. Et leur activité, ou leur blocage, on peut les visualiser grâce à des techniques d'imagerie médicale. C'est ce qu'a fait cette étude américaine en 1999 sur un groupe de vétérans de la guerre du Vietnam. Parmi ces anciens soldats, certains ont des troubles psychotraumatiques. Les autres n'en ont pas ou plus. Pendant l'examen, tous sont exposés à des images et des sons de la guerre du Vietnam. Chez les vétérans sans troubles psychotraumatiques, les images montrent que des zones de leur cerveau s'activent pour répondre au stress. Ils peuvent analyser la situation, gérer leurs émotions et se rassurer. En revanche, sur les images des vétérans traumatisés, seule cette zone s'active. C'est elle qui génère les sensations de peur. Les vétérans ressentent une vague d'émotions qu'ils sont incapables de moduler. Impossible de contextualiser la situation et d'agir, ils sont figés, sidérés, comme lors du traumatisme initial. Ce mécanisme est comparable à ce que vivent des victimes de violences sexuelles. Je me suis sentie en fait vidée concrètement. Vidée de ma personne, vidée de tout ce qui se passait également autour de moi. Je vois la rame de métro, je vois cet agresseur, je vois mon ami à côté et je me vois aussi moi. Comme si j'étais un petit peu plus haut que mon corps, genre vraiment 1 mètre et demi au-dessus de mon corps à voir la scène entière, quoi. Je la vois pas par mes propres yeux. T'es pas en contrôle, t'es pas le pilote de ton corps. T'as l'impression que c'est pas toi en fait, c'est comme si ton âme y ressort de toi. C'est juste ton corps qui le subit et pas ton cerveau, pas ton âme.
Je pense que mon corps s'est juste protégé quelque part. Car la sidération peut s'accompagner d'un autre mécanisme que les psychiatres appellent la dissociation. La sidération empêche le cortex, toutes les fonctions supérieures, de contrôler l'émotion. Et du coup, à partir du moment où il ne peut pas contrôler ses émotions et y répondre, la structure qui est à l'origine de ces émotions, qui est une sorte d'alarme émotionnelle à l'intérieur du cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale, continue à hurler en quelque sorte et à monter en puissance, en sécrétant des hormones de stress, adrénaline et cortisol, avec des taux de plus en plus élevés. Or, au-delà d'un certain seuil, ça peut entraîner un risque vital cardiovasculaire, on peut mourir de stress, et neurologique, c'est-à-dire que le cortisol à très haute dose est neurotoxique. Et du coup, c'est le cerveau qui, face à ce risque vital, n'a pas d'autre moyen que de faire disjoncter le système et d'isoler l'amygdale cérébrale. Et à ce moment-là, elle ne peut plus sécréter d'adrénaline et de cortisol, c'est ce qu'il faut. Mais aussi, elle ne peut plus informer le cerveau des émotions. Donc les émotions ne sont plus ressenties. Et la douleur aussi n'est plus ressentie. C'est pas la victime qui décide de se déconnecter, c'est son cerveau qui se déconnecte pour la sauver. Plus d'émotions, plus de douleur, souvent aussi une sensation d'irréalité et une perte des repères spatio-temporels. Donc des difficultés à se souvenir et à raconter ce qu'il s'est passé dans les détails. Des éléments qui peuvent générer une forme de culpabilité chez les victimes et les dissuader de porter plainte. Selon une enquête publiée en 2019 par le ministère de l'Intérieur, seuls 17% des victimes de violences sexuelles poussent la porte d'un commissariat. Et une fois sur place, seuls 12% portent plainte. C'est une victime sur 8. La peur viscérale d'une victime lorsqu'elle va pousser la porte d'un commissariat, d'un palais de justice, même d'un cabinet d'avocats, c'est de ne pas être entendue et de ne pas être crue. Plus exactement, cette espèce de culpabilité poisseuse qui est souvent ressentie par les victimes et qui ont la conviction de ce qu'elles ne vont pas être crues parce qu'elles n'ont pas dit non. J'avais pas voulu à la base porter plainte. Pourquoi ? Parce que derrière, je savais qu'on allait me demander « mais qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu t'es défendue ? Est-ce que tu étais consentante ou pas ?» En fait, c'est effrayant de s'asseoir face à la justice et de dire j'étais violée à l'âge de 15 ans, c'était une fellation forcée, mais je suis pas sûre pourquoi ça s'est passé ou pourquoi j'ai pas réagi. J'aurais trop peur de faire face à la justice. Enfin, ça fout la trouille, quoi. Reprocher à une femme de ne pas avoir dit non, ça devient marginal. Ça existe encore. Mais on sait bien que les choses ne se focalisent pas autour de ça. Il n'y a qu'un seul responsable, c'est le violeur. Quoi qu'elle ait fait, quoi qu'elle ait dit, quoi qu'elle ait porté, quoi qu'elle ait pensé, quoi qu'elle ait bu, quoi qu'elle ait fumé, il n'y a qu'un seul responsable, c'est le violeur.